Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la partie 4 du témoignage avec Evelyne Askolovic. Dans cette dernière partie, elle va nous parler de sa libération et de son retour à la normale. Je tiens encore une fois à remercier Evelyne Askolovic d'avoir accepté cette invitation et au Mémorial de la Shoah d'avoir pu permettre cette rencontre. Sans plus tarder, je vous propose qu'on l'écoute. Presque un an entier à Bergen-Belsen. Et le train traverse toute l'Allemagne de haut, à côté de Hanovre, sous les bombardements, puisque les Américains bombardaient déjà. Et on arrive dans un endroit à la frontière suisse où on demande à 100, on n'était plus que 200 sur les 350 sur la liste, les autres gens étaient morts. On dit à 100 personnes de descendre parce que le train allait continuer son voyage. Et mon père était au bout du rouleau, il a dit on descend, je ne peux plus. Et on descend et il tombe dans la neige. Et je ne l'oublierai jamais. Il est tombé dans la neige et je pleure et il me dit ne t'inquiète pas, on va me soigner, on va m'amener à l'hôpital et tout ira bien. Quelque chose d'absolument fou parce qu'on était environ une quarantaine d'enfants qui sommes arrêtés dans un camp de rapatriement sous les auspices de l'UNRWA et des Anglais et également encore, on était toujours en Allemagne, et des Allemands, ça s'appelait Biberach. Les enfants, on a rebondi, on a fait cette résilience dont Boris Cyrulnik parle, on a rebondi, on est redevenu des enfants. Parce que pendant l'année à Bergen-Belsen, on n'était plus des enfants. On ne jouait pas ensemble, on ne parlait pas ensemble. Il n'y avait pas de quoi jouer, il n'y avait pas où jouer. On était tous dans une espèce de bulle de malheur. Et là, on est redevenus des enfants. Je me rappelle qu'on a fait un bonhomme de neige. Tu sais, la petite boule de neige qu'on roulait dans la neige et qui devenait une grosse boule de neige. On a appris à lire, on a appris à écrire, on nous a donné des livres, on a appris à faire des calculs, on nous a donné des jeux. Je me rappelle le jeu des petits chevaux avec lesquels on jouait. On s'est chamaillé, on recevait des paquets de nourriture, des paquets anglais et des paquets de nourriture via la Croix-Rouge américaine. Et je me rappelle, et mon père est sorti de l'hôpital, on allait le voir à l'hôpital. Je me rappelle avec la vue à travers les fenêtres sur les champs, en étant février, là maintenant, les champs de neige. Il a guéri. Et je me rappelle de tout là. Je me rappelle des Allemands qui sont partis quand la guerre était finie, le 8 mai 1945, on était toujours dans le camp de rapatriement. Et je me rappelle des paquets. Dans les paquets de nourriture, il y avait du lait concentré sucré. Et mon père et moi, on faisait des mélanges. On le mangeait à la cuillère seul, pur. C'était quelque chose d'absolument, c'était merveilleux. Ou bien on mettait du cacao dedans. Il y avait des gens qui mangeaient toute la boîte de lait concentré sucré d'un coup, de peur que quelqu'un leur prenne. Et on s'est retapé, mais on était toujours dans le camp de rapatriement. Et à ce moment-là, mon père, en août 1945, a envoyé une lettre à toute sa famille en disant qu'on était en vie. Il a raconté les 3 camps, il a raconté la mort de sa mère et il a laissé entendre qu'il ne voudrait pas rentrer à Amsterdam. Parce que petit à petit, on a su les 6 millions de morts, les 2,5 millions de gazés à Auschwitz et à Sobibor, 1 million d'enfants de gazés. Il parle de noms, il demande est-ce que vous avez des nouvelles d'un tel. Et il s'est rendu compte qu'il restait 35 000 juifs des Pays-Bas. Et il ne voulait pas rentrer là.
Il ne voulait pas rentrer, il ne voulait pas non plus évidemment aller en Allemagne. Il aurait voulu aller ou bien à Buenos Aires ou bien aux États-Unis. Et la famille n'avait pas envie. La famille n'avait absolument pas envie de nous accueillir parce que d'entendre encore ces histoires épouvantables et puis cette petite suspicion, pourquoi nous on était en vie et pourquoi la mère n'était pas en vie. Et on a demandé donc à la fin, la Croix-Rouge a dit qu'il fallait qu'on rentre à Amsterdam. Et à Amsterdam, il n'y avait que 3 cousins qui étaient en vie et c'est tout ce qui restait. Et les amis, il y avait 3 familles avec lesquelles on avait été amis avant la guerre. Et les Hollandais n'avaient pas du tout envie de nous avoir. Ils n'avaient pas du tout envie d'avoir ces Juifs. Ils avaient eu la guerre pendant 5 ans, puisque les Pays-Bas ont été le pays libéré le plus tard, le 5 mai 1945. Ils n'avaient pas envie. Mais ils ont été obligés de nous accorder un statut de réfugiés puisqu'on était des sans-papiers, on était des personnes déplacées, des DPs, Displaced Persons, et on est arrivé, on a quitté enfin le camp le 30 janvier 1946. Ça faisait quand même un bail que la guerre était finie. On est arrivé d'abord à Maastricht, la première ville hollandaise, où on nous a mis dans un camp, dans une baraque pour vérification d'identité. Et ma mère écrit que c'était vraiment comme si on retournait dans les camps. Et on est arrivé à Amsterdam le 31 janvier 1946. Et Amsterdam était rempli de drapeaux. Rouge, blanc, bleu, le drapeau hollandais. Et moi, je croyais que le drapeau était pour nous. Bienvenue à ceux qui reviennent. Mais comme comité d'accueil, il n'y avait rien. Il n'y avait personne, il n'y avait que les 3 cousins qui étaient là. Et comme comité d'accueil, il n'y avait strictement rien du tout. On n'était pas du tout les bienvenus. Et je l'ai su il y a 30 ans. Quand j'en ai parlé avec ma mère, j'ai dit quand même, c'était chouette, les drapeaux. Et elle a dit, mais les drapeaux n'étaient pas pour nous. Les drapeaux étaient pour la petite princesse Béatrix, dont c'était l'anniversaire. Nous, on n'était absolument pas les bienvenus. D'ailleurs, on n'était tellement pas les bienvenus que les Hollandais, au retour des Juifs, se sont comportés d'une manière telle qu'il y a un livre que j'ai acheté il y a un mois. Ça s'appelait La Petite Shoah, parce que les Juifs n'étaient pas du tout les bienvenus. Les Juifs étaient accueillis, il y avait un non-accueil incroyable. On a demandé à des Juifs de payer les notes d'électricité de leur appartement pendant qu'ils étaient dans les camps, mais il fallait recommencer. Et donc mon père est allé à la recherche d'un logement. On a trouvé un logement sous le toit chez un ancien client. Moi, je dormais dans la salle de bain. Mes parents avaient une pièce. Mais moi, j'étais devenue un enfant très joyeux. J'étais très joyeuse, j'étais très souriante, j'étais très riante. Et je suis allée d'abord dans une école normale et ensuite, la petite communauté à Amsterdam a décidé qu'il fallait recommencer. Et on a fait une école juive à Amsterdam où je suis allée. Et je montre toujours des photos de cette école parce que j'étais dans une classe et je vais te montrer, je ne sais pas si tu vas la voir. Alors, moi, je suis là. Et c'était une classe exceptionnelle et c'est pour ça que je te le montre, parce qu'on était 41 élèves dans cette classe. 41 élèves qui ont été soit dans des camps, des survivants de camps, soit cachés, parce que les Hollandais étaient collaborateurs, mais il y avait beaucoup de Hollandais qui, au péril de leur vie, ont caché des enfants. Ça n'avait rien à voir avec le pouvoir. Soit dans des ghettos. Et personne dans cette classe, personne n'a jamais parlé de la guerre. La guerre n'avait pas existé pour nous.
Nous, on avait été des enfants et les parents, et on ne savait même pas qui avait été revenu avec des parents et qui pas. Et c'est à un tel point que j'ai une anecdote. Ma mère est décédée donc le 9 mars 2019. Et dans la religion juive, on fait une semaine de deuil. Et les semaines de deuil, il y a des gens qui viennent vous rendre visite et on parle de la défunte. Et la maison, cette semaine de deuil, qu'on appelle la Shiva, avait lieu encore dans la maison de ma mère. Et on a sonné à la porte, j'y étais, et il y a un monsieur qui est devant moi. Bonjour, j'ai dit, mais vous êtes qui? Et il dit, je suis Yop Asher. Et je le regarde, ahuri, mais ahuri. J'ai dit, tu es le petit Yop Asher de ma photo de classe? Il a dit oui. Il avait été dans ma classe, mais je ne savais même pas comment il était. J'ai dit, mais tu as été où pendant la guerre? Il a dit, j'étais à Bergen-Belsen. Je dis, mais moi aussi, j'ai été à Bergen-Belsen. Et il me dit, oui, mais toi, tu es revenu avec tes parents et moi, je suis revenu sans mes parents. Il habitait chez une tante. C'était à un tel point qu'on savait qu'il était chez une tante. Mais pourquoi il était chez une tante? On n'avait aucune idée. Dans ma classe, on était 4 élèves qui avaient un père et une mère. Ma meilleure amie n'avait pas de père. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi elle n'avait pas de père. Je l'ai rencontrée 50 ans après. Et j'ai su que le père était mort dans un camp. Personne n'a jamais parlé de cette guerre. Cette guerre n'avait pas existé pour nous. Et pour les parents, quelque part, la guerre n'avait pas existé pour les enfants, puisque les enfants avaient été petits et un petit enfant ne souffre pas. Beaucoup, beaucoup plus tard, on a découvert que les petits-enfants avaient souffert quand même. Mais toute ma jeunesse, je l'ai passée et la Shoah était très, très loin. J'ai fait des études à Genève, à l'école d'interprète. J'ai été à l'école d'interprète avec une amie qui avait également été à Bergen-Belsen. On n'en a jamais parlé. C'était quelque chose qui n'était pas important. Et puis, je me suis mariée et je pouvais dire tranquillement que moi, j'avais été peut-être dans un camp, mais que ça n'était pas très important. Ça semble invraisemblable. Et en 1980, en 79, j'ai commencé à m'occuper du sort des Juifs en Union soviétique. Et je suis allée à Moscou visiter clandestinement des Juifs qui voulaient quitter l'Union soviétique, qui n'était pas encore la Russie. Et à Moscou, je me suis sentie pas bien parce que tout était surveillé, il y avait des caméras partout. Et un an après, j'ai rencontré Simone Veil. À l'époque, elle était présidente du Parlement européen. Et j'allais la voir pour lui demander de l'aide pour la famille en Union soviétique. Des gens venaient à Paris, moi j'étais une militante, je me battais pour le sort, pour les droits de l'homme et le droit des Juifs de quitter l'Union soviétique. Et à chaque fois, Simone Veil me disait, je ne peux rien faire pour vous parce que le Parlement européen ne s'occupe pas de politique. Et en 1979, je suis donc allée en Union soviétique, j'étais pas bien, et 6 mois après, je rencontre Simone Veil avec le maire d'un prisonnier, ça s'appelait les prisonniers de Sion, qui étaient dans le goulag en Sibérie. Et je lui demande de m'aider, et elle me dit de nouveau, je ne peux rien faire pour vous. Et je me retourne, et puis elle m'a énervée. Je retourne sur mes pas et je me mets devant elle et elle a dit, vous savez, et je lui dis, vous savez, Madame Veil, j'ai été en juillet 79 en Union soviétique et je me suis sentie comme dans un camp à Moscou, ce qui était vrai. Et là, elle me regarde et elle me dit, vous
mais vous étiez toute petite. Et j'ai dit oui, j'étais toute petite, je ne voyais pas le problème. Elle me dit, mais vous étiez où? J'ai dit, je n'ai pas été comme vous à Auschwitz, je n'étais que à Bergen-Belsen. Et elle me dit, mais vous étiez toute petite. J'ai dit, oui, j'étais dans des camps de 4 ans et demi à 6 ans et demi. Et tu sais, plus jamais elle m'a refusé quoi que ce soit, Simone Veil, parce que quelque part, nous étions de la même famille. On était de ceux qui étaient des survivants. Mais la chose n'était toujours pas importante pour moi. Je trouvais qu'il valait mieux que je m'occupe des vivants, comme je le disais avec une grande bêtise, que des morts. Et les choses ont changé soudain. En 1988, j'ai commencé à être de plus en plus mal et je faisais des cauchemars, mais très vagues. Et j'ai écrit encore moins de souvenirs que ce que j'ai maintenant. Je l'ai écrit et mon mari était rédacteur en chef du journal mensuel juif, l'Arche. J'ai écrit cette feuille avec plein de larmes et il le trouve au petit déjeuner. Et il me dit, je vais le publier dans l'Arche. J'ai dit, mais tu n'y penses pas, c'est mal écrit, ça n'a aucun intérêt, j'ai pas fait des choses, c'est juste que j'ai été dans un camp. Et il me dit, tu sais, pas tout le monde a fêté ses 6 ans à Bergen-Belsen. Et il le publie. Et personne dans la communauté juive réagit. Personne. C'est pas que j'étais très connue, mais enfin, j'étais une battante, j'étais une militante. J'organisais des conférences sur les droits de l'homme, j'organisais des manifestations. Et j'ai eu 3 réactions. La réaction Elie Wiesel, qui était un très grand ami de mon mari, un écrivain et un ancien résistant qui avait été à Auschwitz et qui m'a dit, il faut que tu continues. Il faut que tu continues. J'ai dit, écoute, je n'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Je ne peux pas continuer. Et ma propre mère, qui recevait ce journal, me téléphone et elle me dit, c'est drôle que tu as écrit ça. Je ne croyais pas que tu étais concernée. Elle ne pensait pas que j'étais concernée par les camps et pourtant j'y avais été avec elle. Et en 2010, beaucoup plus tard, une amie me téléphone et elle me dit, Evelyne, tu as été dans les camps? Je dis, oui, j'ai été dans les camps. Est-ce que tu as une preuve? J'ai dit, non, j'ai aucune preuve et puis c'est pas important. Elle a dit, écoute, est-ce que tu reçois une rente? J'ai dit, non, j'ai été petite, je n'ai pas souffert. Je suis très bien, je n'ai aucun problème. Elle dit, écoute, je vais te donner des preuves parce que le gouvernement français va donner des pensions à des personnes qui n'ont pas été déportées de France, mais de l'étranger, mais qui ont fait leur vie en France. Or, moi, j'ai fait ma vie en France. J'ai été mariée en 58, que je vis en France depuis 58. Et le lendemain, j'ai reçu un mail avec 25 pièces jointes, avec des documents que la Croix-Rouge a déposés au mémorial de l'Holocauste à Washington. Et là, j'avais des preuves, des fiches individuelles avec mon nom, Evelyne Sulzbach, avec le nom des camps, Fürth, Westerbork, Bergen-Belsen. Des listes avec mon nom, et pas que le nom de mes parents, avec mon nom. Et soudain, tout est devenu réel. Ce n'était plus, oui, j'ai été dans les camps, mais en regardant ces fiches, ces preuves, ces vraies preuves, j'ai réalisé que j'avais vraiment été dans les camps, que j'avais vraiment été à Fürth, à Westerbork et à Bergen-Belsen, et la chose est devenue réelle. Et ça a pris son temps, son chemin. Et en 2015, j'ai décidé qu'il fallait que je témoigne. Parce que je fais partie de la toute dernière génération qui a vécu la guerre. Et je vais donc, là, je suis devant toi, je suis allée dans, grosso modo, à une centaine de classes, des primaires très peu, des collèges,
des lycées, des projets, des séminaires. Je suis allée même en Allemagne, je vais partout. Je suis allée dans une maison d'arrêt. Je suis allée témoigner. Je témoigne presque trop parce qu'un témoignage n'est pas innocent, parce que je fais partie de la toute dernière génération. Et je dis toujours aux élèves, je vais au mémorial de la Shoah pour témoigner, et je dis toujours aux élèves, je ne vous demande pas, comme des gens disent, de devenir les témoins des témoins. Ça n'est pas possible. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je ne peux pas témoigner d'Auschwitz, je n'ai pas été à Auschwitz. Je peux témoigner de ce qu'une petite fille entre 4 ans et demi et 6 ans et demi a vécu, qu'on a volé ma petite enfance. Ça, oui, c'est vrai. On a volé ma petite enfance, mais je suis devenue quelqu'un de très positif et de très joyeux. Je n'étais pas censée vivre. J'ai 2 enfants, j'ai 7 petits-enfants et j'ai même un arrière-petit-enfant. Hitler ne voulait pas que je vive. J'ai fait une belle famille. La seule chose que je demande aux élèves, que si quelqu'un vous dit ça n'a pas existé, c'est une invention des Juifs, que vous répondez ça a existé parce qu'on a rencontré quelqu'un qui l'a vécu. Et c'est la seule chose que je demande. Et moi, je te remercie de m'avoir contacté. Et je remercie toujours les élèves de m'écouter, qui ne bougent pas, ils m'écoutent. Et donc, c'est moi qui te remercie. Donc voilà, c'est la fin de cette dernière partie de ce témoignage. J'espère que vous aurez aimé cette petite série et que vous aurez appris plein de choses. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.